Onslaught prise 1. Bonjour et bienvenue dans Première Impression, un show où tout simplement je reviens sur mes premières impressions en fait, sur un truc que je viens de lire. Alors en fait, Premières Impressions, c'est un peu pour différencier avec les autres critiques que je peux faire qui sont beaucoup plus travaillées, qui prennent le temps en fait d'être approfondies et tout ça, mais sauf que ça demande du temps, des mois, parfois des années de recul pour parler de certaines choses. Mais parfois certaines œuvres n'ont pas forcément besoin d'avoir toujours ce recul de prix sur elles, et je pense que c'est le cas tout simplement de l'œuvre d'aujourd'hui, Onslaught Reborn. Et alors, le problème c'est que la discussion d'aujourd'hui, elle va demander pas mal de backstory, de lore, enfin, il va falloir que je vous explique des choses quoi. Il va falloir qu'encore une fois je fasse mon professeur SN. Mais pour ceux qui connaîtraient tout ça, en fait, c'est très simple, vous regardez en bas de la vidéo, il y a un chapitrage, vous cliquez sur Onslaught Reborn si vous voulez passer les explications. Sinon, restez avec moi, on va parler de la situation de Marvel dans la deuxième partie des années 90, et de tout ce que ça implique pour que ça existe. Mais avant de parler de la situation de Marvel à la fin des années 90, il nous faut parler d'autre chose. En fait, je veux parler ici d'un artiste, qui sera le dessinateur de la mini-série dont je vais vous parler. Cet artiste s'appelle Rob Liefeld. Alors Rob Liefeld, vous en avez sans doute, probablement déjà entendu parler. Il faut dire que le bougre a été quand même assez influent, puisque on peut dire qu'une bonne partie du style, on va dire le plus connu dans les comics des années 90, s'est fait quand même pas mal avec lui. Rob Liefeld est surtout connu pour son dessin, son style de dessin qui aujourd'hui est extrêmement décrié. Il est vrai qu'il a des défauts assez apparents, notamment au niveau de certaines expressions sur certaines de ses œuvres qui sont quand même sensiblement toujours les mêmes. Tout simplement aussi parfois une inaptitude à dessiner des pieds et pas mal d'autres choses qui ont fait les gloires des années 90, des excès dans l'anatomie en tout genre, des armes à gogo, toujours plus grandes, toujours plus d'armes, toujours plus de poches, c'est important puisqu'il y a toujours plus d'armes, donc toujours plus d'endroits où ranger les munitions. Bref, Rob Liefeld c'est ça. Alors, Rob Liefeld il a commencé chez DC, dans la série Hawk and Dove, le faucon et la colombe. Et ensuite, il est assez rapidement passé chez Marvel, et il a fait les beaux heures des mutants, simplement en faisant X-Force, et en créant Cable. Et en co-créant Deadpool, même si, soyons francs, Deadpool n'est populaire que par tous les autres auteurs qui sont passés après Liefeld, en fait. Parce que le Deadpool de Liefeld, il est plat, en fait. Et c'est quand même fort de dire de Deadpool qu'il est plat. C'est le Deadpool de Liefeld. Liefeld va quitter Marvel avec fracas, avec certains de ses autres collègues, pour aller fonder Image Comics au début des années 90. C'est Liefeld qui va faire connaître le premier grand succès à Image, avec Youngblood, qui va être un grand succès commercial, même si, très vite, Liefeld s'effondre un petit peu. Liefeld rend ses travaux en retard. Youngblood, soyons francs, ça va nulle part comme intrigue. Je suis désolé, ça va nulle part comme intrigue Youngblood. Et Liefeld va tenter de créer divers petits studios awesome, des choses comme ça, mais ça marche pas. Parce que le type est un dessinateur et clairement pas quelqu'un qui gère en fait. Et je pense qu'il est là le problème. Il sait pas gérer. Du coup, ces compagnies ont tendance quand même grandement à se casser la gueule.
Seulement son nom continue de faire vendre, du coup quand Marvel va l'appeler avec d'autres comme Valentino et Jim Lee, eh bien il va revenir. Après tout, ça fait toujours du bien de refaire un peu de blé après avoir fait couler quelques compagnies. La question c'est pourquoi Marvel lui demande de revenir ? Alors que, bon, quand même, il leur a fait un peu à l'envers et tout. Pourquoi ? La réponse, c'est que Marvel est dans la mouise. Dans la grosse panade, c'est la merde. En fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que le marché des comics a été une bulle spéculative. Et le plus fort dans cette bulle, c'est la première partie des années 90. C'est le moment où on a tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut imaginer, par exemple les couvertures chromées, on va te sortir les éditions avec une carte collector à l'intérieur, on va te sortir des couvertures à odeur, des couvertures lenticulaires qui bougent, on va te sortir... Il y a même un comic book à couverture pop-up. Bon ok, celui-là il a été fait pour se moquer de la couverture... de la mode des gimmicks de couverture, mais quand même, il existe. Et je l'ai d'ailleurs. Quand ce marché de spéculateurs va s'effondrer, puisque plein de gens en fait achetaient des comics surtout pour la collection, et en se disant que ça va prendre de la valeur. C'est aussi le moment où on découvre que les comics de l'âge d'or se vendent extrêmement cher. Seulement les comics de l'âge d'or se vendent extrêmement cher parce qu'ils sont extrêmement rares. Ils ont survécu à des tonnes de choses. Ils ont été certes faits à gros tirage, mais ils ont connu la guerre. La guerre, en fait, ont récupéré les papiers pour le recycler. Ils ont connu les ravages du temps. C'est très rare de tomber sur un truc en bonne qualité. Il y a eu aussi toutes les flambées de comics. Il y a eu aussi le fait que on les gardait pas forcément comme on les garde aujourd'hui. Il y a plein de choses qui expliquent la rareté, en fait, d'un comics de l'époque. Chose qu'on n'a plus aujourd'hui, en fait. Le comics est fait en masse, et toutes ces choses qui étaient marquées collector, patapou, et en fait ça vaut rien, parce que tout le monde en a. Même moi. Et donc du coup, quand le grand public a remarqué que, en effet, c'était un peu la couille, ils ont arrêté d'en acheter en fait. Tout simplement. Et alors il y a des compagnies qui ont plus ou moins su bien gérer. DC par exemple, s'en est relativement pas trop mal sorti. C'est pas le cas de la Maison des Idées. La Maison des Idées, c'était parfaitement faite à ce marché avec l'engouement, la spéculation, tout ça. Elle était très bien là-dedans, la Maison des Idées, elle y était allée à fond. Et donc quand ça s'est effondré, elle a eu beaucoup mal, la Maison des Idées. Il y a aussi pas mal de personnages qui sont porte de vitesse. Spider-Man est un peu pris dans toute la saga du clone, une saga qui n'est pas mauvaise au départ, mais qui le devient, en fait, à force d'être trop longue et trop étirée, avec des rebondissements qui sortent de nulle part, qui sont annulés 2 numéros après, ou des trucs comme ça. Bref, la saga du clone, ça a fait très mal à Spidey. Et Spidey, c'est une des locomotives en matière de vente chez Marvel. En fait, le seul titre qui arrive encore à vendre à peu près correctement, c'est les titres mutants. Voilà où on en est chez Marvel. La plupart des autres titres ne fonctionnent pas. Il est donc décidé, à l'époque, tout simplement, de relancer ces personnages. Ce qui est rigolo, c'est que ces personnages qui ne fonctionnaient pas, à savoir les 4 Fantastiques et grosso merdo l'ensemble des Avengers, aujourd'hui fonctionnent très très bien grâce au cinéma. Merci bien. Et donc, du coup, il est décidé de les tuer. C'est ce qu'on fait quand ça fonctionne pas. On tue. En tout cas, c'était beaucoup fait à l'époque. Ça continue encore à se faire dans certains coins. Et donc, du coup, il a été décidé de les tuer dans un gros event, Onslaught. Alors, aujourd'hui, on te met X-Men Avengers en haut, mais en fait, non, c'est un event juste de l'univers Marvel en général. Hein. Vous y retrouvez le Punisher aussi, il y a tout le monde, quoi. Et donc, ce qui va se passer... Attendez, c'est lourd. Voilà. C'est quand même plus léger. Oui, j'ai Onslaught sous différents formats. En fait, j'avais commencé à acheter Onslaught comme ça, jusqu'à ce qu'ils annoncent l'omnibus récemment, donc voilà. Ce qui se passe, c'est que du coup, à la fin d'Onslaught,
qui est en fait la construction mentale en fait d'une espèce de fusion entre Charles Xavier et Magneto. C'est quand même pas mal en termes de vilain. Et donc du coup, cet Onslaught va tuer les 4 Fantastiques et tous les Avengers. Ce qui veut dire que ensuite l'univers Marvel va être en gros sans héros. C'est une époque où vont se lever de nouveaux concepts, comme par exemple les Thunderbolts, qui ne sont pas une version Suicide Squad. C'est les vilains qui en fait tentent de se faire passer pour des héros auprès de la population pour se faire bien voir. Ça continue comme ça pendant un petit moment, et après il y a une dissension au sein des vilains, il y en a qui finalement veulent vraiment se réformer, et il y en a qui veulent continuer à faire le plan comme il était prévu, et d'être vraiment des gros bâtards. Donc on est quand même un peu loin de l'idée d'escadron suicide. Donc du coup on a l'univers principal, avec donc les X-Men, Spider-Man, un Hulk qui traîne dans le coin mais qui semble avoir perdu son humanité, et du coup les nouveaux concepts comme par exemple les Thunderbolts. Mais du coup, on est dans un monde qui quand même manque de héros. Voilà. Et pendant ce temps-là, oui, mais qu'est-ce qu'on fait du coup de tous ces personnages qu'on a tués? Est-ce que vraiment on les laisse dormir? Non. Le but quand même, c'est de faire vivre nos personnages. Et c'est là que Marvel va demander, finalement, à ceux qui sont un peu doués, ceux qui sont partis de chez lui pour fonder Image, dont leur nom vend encore très très bien, Jim Lee, Walt Sportaccio, Valentino et Liefeld. Et c'est là que commencent 4 séries de 12 numéros chacune, qui vont s'appeler en fait les 4 Fantastiques, Iron Man, Captain America et Avengers. Ces 4 séries seront dans un univers à part que l'on appelle Heroes Reborn. Chez nous, on l'a appelé la renaissance des héros. Eh bien, c'est très simple. Il y a 2 séries de Jim Lee et il y a 2 séries de Rob Liefeld, pour faire grosso modo. Les séries de Jim Lee sont généralement considérées par un peu tout le monde comme étant le best. C'est pour ça que même en France, il n'y avait que pour faire les couvertures. C'est-à-dire qu'on a fait 2 mensuels, donc Fantastic Four et Iron Man, et en fait dedans on a mis et Captain America et Avengers. Et comme ça, en fait, on mettait comme ça toutes les couvertures de Jim Lee. Parce que ça, c'était quand même vachement mieux. Et donc, du coup, on avait Rob Liefeld qui, tout simplement, travaillait donc, sur les séries Avengers et Captain America. Il est d'usage de dire que les 2 séries de Liefeld sont mauvaises. Je suis pas d'accord, j'aime bien son Captain America, qui est coécrit avec Jeff Loeb. Par contre, oui, l'Avengers est tout pourri, c'est de la merde. Voilà. C'est dit. Il faut dire aussi qu'à la base, Liefeld en fait travaillait au scénario avec Valentino. Et Valentino, au bout d'un moment, s'est barré. Et Avengers est pas bien. Voilà. Mais j'avoue que j'aimais bien son Captain America. Ouais, je sais pas. Il y avait des bons trucs. Il y avait Ricky Burns qui en fait était une gamine en fait qui voulait être le Bucky de Captain America à l'époque moderne. Donc on avait une jeune femme qui servait de sidekick à Captain America. Franchement, ça a passé. Mais voilà, même Heroes Reborn, en fait, ça a pas super bien marché. Et en gros, 1 an après, tous les héros ont été rapatriés dans le monde Marvel de base, la Terre 616. Comment est-ce qu'ils sont revenus? Eh bien, en fait, il a été dit que Franklin Richards, le fils de Mister Fantastique et de la femme invisible, Red Richards et Sue Storm. En fait, Franklin Richards avait créé, avec ses pouvoirs mutants un peu inconscients, avait tout simplement créé un univers de poche, et qu'en fait, tous les personnages qui allaient mourir, en fait, il avait réussi à les sauvegarder dans un univers de poche. Cet univers de poche était Heroes Reborn. Et donc, du coup, tout le monde réussit à sortir de son univers de poche. C'est une petite boule verte. Et donc, du coup, Heroes Return, le retour des héros. Voilà. Ça, c'est la backstory. Ensuite, Marvel a réussi à aller un peu mieux. Finalement, pour se réinventer, ils ont inventé encore un autre univers parallèle à côté qui s'appellera l'univers Ultimate et qui lui réussira à donner un nouvel engouement pour les publications Marvel. De même que, en fait, un nouveau leadership, surtout sous l'impulsion du rédacteur en chef Joe Quesada,
qui réussira aussi à donner une toute nouvelle ampleur à la ligne Marvel, et en fait à lui donner un petit peu l'éclat qu'on lui connaît dans les années 2000. Voilà, ça c'était la backstory. Maintenant on va parler du comics. Onslaught Reborn. Onslaught est donc la créature issue de la psyché de Magneto et de Charles Xavier, qui tout simplement a tué un peu tout le monde, et qui a envoyé ses personnages dans l'univers d'Heroes Reborn. Et le truc, c'est que 10 ans après, il a été décidé de faire un truc anniversaire. C'est donc une mini-série qui s'appelle Onslaught Reborn, il y a 5 numéros, et donc c'est très simple, c'est l'équipe de Captain America qui revient au travail. Voilà, donc on a Jeff Loeb au scénario et Rob Liefeld au dessin. Bon, je vais commencer par vous faire le pitch. Le pitch, en fait, il est très simple, en fait, on est vers 2006, et la sorcière rouge est très connue pour, en gros, avoir pété les plombs, avoir fait chier les Avengers, Avengers Disassembled, et ensuite, pour avoir dit 3 petits mots très importants, No more mutants, grosso modo, plus de mutants. C'est l'inverse d'Onslaught en fait. Et parce que Onslaught laissait pratiquement les mutants en tant que... Vraiment, c'est eux désormais qui allaient devoir assurer un peu tout au niveau du service après-vente super-héroïque. Là, c'était vraiment... non. En fait, vous êtes entre 198 et 300 qui restaient maintenant. Ouais, je sais, ouais, sur des millions, ouais, je sais, ouais. Et donc, du coup, ils ont utilisé, en fait, ce prétexte narratif de No more mutants, plus de mutants, pour, en fait, dire... finalement, la sorcière rouge, elle est un peu folle. Ouais, elle a tué tous les mutants, mais elle en a ramené un à la vie. Et celui qu'elle a ramené à la vie, c'est Onslaught. Ah non mais chapeau. Et donc du coup, Onslaught, lui son truc, c'était qu'il voulait choper Franklin Richards. Franklin Richards, en fait, nous est présenté depuis des décennies comme étant, en fait, un espèce de mutant oméga, un mutant surpuissant, en fait, qui aurait le contrôle de la réalité. Onslaught, en fait, il veut son corps. Je sais, c'est encore un petit garçon. Putain, c'est dégueulasse dit comme ça. Et donc du coup, Onslaught, il est ressuscité, et il se passe même pas une page depuis qu'il est ressuscité, qui se dit, il est où Franklin Richards? Je veux Franklin Richards. Donc Onslaught, il se rend au Baxter Building, et il prend possession de quelques héros pour essayer d'attraper Franklin. Bon, il prend possession de la torche humaine, qui tout d'un coup a des nouveaux pouvoirs, il balance du feu avec ses yeux, ça prend la possession de Red Richards, enfin bref. En gros, Franklin, il arrive à s'échapper, il va jusqu'à sa chambre, il récupère en fait la petite boule verte, celle qui contenait l'univers d'Heroes Reborn, et en gros va se réfugier là-dedans. Il tombe directement sur Ricky Barnes, donc la Bucky de cet univers, et il y a Onslaught qui le suit. Et en gros, c'est comme ça que ça commence. La suite, en fait, c'est tout simplement le reste de l'univers d'Heroes Reborn qui va tenter de se faire Onslaught. On va en gros avoir les quelques vilains qu'on avait vus mis dans cette série, notamment Loki et d'autres, qui venaient plutôt de la série Avengers. Et on va aussi avoir tout un truc sur en fait les différents héros qui vont se faire prendre possession à chacun leur tour dans cet univers. D'un coup c'est Hulk, d'un coup c'est... Voilà, tout le monde se fait plus ou moins prendre par Onslaught, et je refuse qu'on sorte ces propos pour en faire des choses un peu dégueulasses. Et c'est là que c'est un peu triste, parce qu'en fait, la majorité en fait, du bouquin, ça va être que de la bagarre. Et il n'y a pas des masses plus de fond que ça, en fait. Il y a une chose où il va y avoir du fond, je vais revenir plus tard parce que ça fait partie des points positifs de l'œuvre, tout simplement, dont je veux parler, mais je dois dire, malheureusement, que en fait, une bonne partie de l'œuvre
c'est de la baston. Et en fait, tu sens un peu du remplissage. Je vais prendre par exemple quelques pages, pas au hasard, hein, je les ai sélectionnées, où clairement, ça pourrait tenir sur une seule page. Il y a 3 cases. Et la majorité de la deuxième page est blanche. Et la page juste après, c'est une putain de splash pledge avec les méchants. Non, franchement, tu sens du remplissage. Bon, alors heureusement, on a quand même des pages avec un peu plus de cases, mais c'est énormément de baston, et tu sens que, ils étirent un petit peu pour faire leurs 5 numéros. C'est un peu dommage, parce que avec un peu moins d'étirement comme ça en longueur, et en étant un peu plus focus, peut-être en faisant moins de numéros, eh bien je pense que ce serait beaucoup mieux, Onslaught Reborn. Alors, on va parler de l'éléphant dans la pièce, le style de dessin de Rob Liefeld. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le style de Rob Liefeld. Moi, ça dépend, en fait, de ces moments. Il y a des fois où ça passe. Par exemple, là, je suis désolé, je trouve ça bien. Il y a quand même ce problème sur les personnages, sur les visages des personnages qui sont extrêmement étirés, avec énormément de traits. Ça, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. Vraiment son côté les traits très forts. Il y a aussi, encore une fois, certains de ces personnages, des fois quand tu les dessines, t'as l'impression qu'ils ont été énucléés, c'est-à-dire qu'en fait ils ont pas vraiment d'œil en fait. Heureusement, c'est sur aucun des personnages principaux, donc tant mieux. Mais voilà, c'est un personnage c'est une façon de dessiner avec lesquelles j'ai parfois du mal, mais je trouve que Liefeld est franchement pas trop mal en fait dans ces 5 numéros. Par contre, il y a des problèmes sur l'écriture de Jeph Loeb. Alors, l'écriture de Jeph Loeb, elle pose problème parce que Jeph Loeb, en fait, de cet univers, il connaît Captain America, parce que c'est ce qu'il a écrit avec Liefeld. Seulement, il y a des choses, en fait, qui sont utilisées là, qui ne vont pas faire sens. Notamment, par exemple, le fait qu'il y ait un personnage qui, en fait, cache son identité pendant une bonne partie de l'intrigue, et qui après se révèle, il révèle qu'il est Wolverine, caché sous le pseudonyme de Hawkeye, œil de faucon. Voilà. Et en fait, ça ne fait pas sens avec la série Avengers, en fait. Et ça colle pas. Il y a des petits trucs comme ça qui collent pas. Et c'est vraiment dommage. Ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on n'utilise pratiquement pas du tout. On utilise les personnages, hein, on voit Iron Man et les 4 Fantastiques, mais on n'utilise pratiquement pas, en fait, le background ou les concepts qui avaient été utilisés dans les séries faites par Jim Lee. Vous savez, les bonnes séries. C'est vraiment dommage là-dessus, parce que par exemple, réutiliser certains concepts aurait peut-être permis d'économiser, de faire en fait sans arrêt la même bataille. Entre les héros arrivent, oh oui, mais il y a un héros qui vient de se faire prendre par Onslaught, et donc du coup maintenant il est manipulé. Donc du coup il faut que les héros aient lui péter la gueule. Pop. Qui se passe pendant 4 numéros. C'est triste. Alors il y a bien ce petit plot où les méchants essayent un petit peu de faire des trucs, mais vu qu'à la fin les méchants se font de toute façon manipuler par Onslaught, en fait ça sert à rien. Ils font rien vraiment les méchants en fait. À la fin, ils font quand même partie du plot d'Onslaught. Donc c'est vraiment, on continue à faire tap-tap quoi. Ça ne change pas. Et pourtant, il y a des bons trucs quand même dedans. Il y a un peu de fond. En fait, c'est dès qu'on sort en fait de tous ces personnages, en fait, il y a 2 personnages qui, pour moi, dès qu'ils sont là, en fait, c'est un peu plus intéressant. Ces 2 personnages sont Franklin Richards et Ricky Barnes, donc la petite Bucky. Parce qu'en fait, tous les thèmes en fait qui vont être là sont sur la nouvelle génération, sur tout ça et comment ils se démerdent. Donc du coup, on est sur une histoire sur ces 2 jeunes. Il y en a un qui essaye de survivre et l'autre qui essaye de le protéger pour qu'il ait un avenir. Et la question, c'est jusqu'où va aller la protectrice pour protéger l'avenir de celui qu'elle essaye de sauver. Voilà, c'est ça finalement la question qui va être le centre de l'œuvre.
Et pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il aurait fallu se concentrer à l'écriture. Parce que pour moi, alors, je suis en train de travailler sur pas mal de choses, sur en fait tous les comics de Jeff Loeb et Tim Sale en duo. Et en fait, tout simplement, je reconnais certaines choses dans l'écriture de Jeff Loeb. Et l'écriture de Jeff Loeb, c'est très simple, elle est thématique. L'écriture de Jeff Loeb marche à chaque fois qu'elle est centrée sur un thème. Et donc du coup, là, le thème, il l'a. Voilà, c'est sur ces deux jeunes, l'un qui est menacé, l'autre qui essaye de le protéger, et on est là-dessus, jusqu'où on va aller, jusqu'où on peut aller pour protéger quelqu'un, et est-ce qu'on y arrive ? C'est ça l'histoire. Et dans ces moments-là, ça fonctionne. C'est pas une histoire qui ne fonctionne pas, c'est une histoire qui fonctionne. C'est juste une histoire qui est trop longue, pour son propre bien. Elle est trop longue pour elle. Il aurait fallu être plus court, ou alors rajouter des concepts, parce que juste rajouter une bagarre et une autre bagarre, une autre bagarre, une autre bagarre, pour remplir les pages, ça ne suffit pas. Voilà, il n'y a pas assez de matière pour faire autant de numéros. Le truc, c'est que j'ai pas non plus envie de tailler un costard à cette œuvre, déjà pour les raisons dont je vous ai énumérées, et ensuite, pour une autre raison, c'est que on a dit que c'était pour célébrer le 10e anniversaire de Onslaught, tout ça. Alors peut-être qu'il y avait aussi cette envie de ressusciter Onslaught et de le réutiliser, d'ailleurs ils l'ont réutilisé plus tard dans d'autres choses, mais pour moi cette histoire, c'est surtout... Bon écoutez, ce comic c'est de la charité. Et je dis pas c'est de la charité en donnant du travail à des artistes, hein. Non. En fait, Marvel a donné énormément d'argent à une œuvre de charité avec cette œuvre. Rob Liefeld, en fait, a fait vendre en fait énormément de ses dessins pour cette œuvre pour aller à une œuvre de charité, la même, en fait. Et l'œuvre de charité en question, en fait, elle a été créée par Jeff Loeb. Parce que son fils est mort. Oui, le fils de Jeff Loeb, Sam, est malheureusement mort d'un cancer assez jeune. Voilà, cette œuvre-là, en fait, est faite, en fait, pour lever de l'argent, pour donner à l'association. Marvel, maintenant, touche quand même bien des bifetons quand ils font là-dessus, et ils ont quand même profité d'éléments qui sont faits là-dessus, donc ils en tirent profit, mais je pense que pour Loeb et Liefeld, l'important c'était l'association et rendre hommage en fait au fils de Jeff Loeb. Et donc c'est pour ça que le cœur pour moi de l'histoire, c'est cette histoire d'enfant qu'il faut protéger. Jusqu'où on va aller pour le protéger. Et c'est pour ça, je pense, que le reste de l'action est si... Parce qu'en fait, c'était pas ce qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était parler de comment on allait protéger ce jeune garçon. Qui, du coup, est une allégorie du fils de Jeff Loeb. Et donc, du coup, j'aime bien ce comics, en fait. Il a des défauts. Beaucoup. Je vous ai énuméré les principaux. Je vous ai aussi donné quelques petites choses qui font que je l'aime bien. Et, je sais pas, j'aime bien l'idée. Et je sais pas, j'aime juste bien l'idée d'utiliser, en fait, des œuvres de fiction pour, peut-être faire sortir du trauma. Peut-être que pour Jeff Loeb, en fait, il s'est dit que, quelque part, il avait quand même sauvé quelqu'un, il a fait honneur à son fils. Il y a en fait un avant-propos de Rob Liefeld et un post-scriptum de Jeff Loeb qui reviennent tous les deux fortement justement sur l'histoire de Sam, alors que tout le marketing de Marvel, tout ce qui est ici en fait, n'en parle jamais. Parce que eux, c'est pas ce qui les intéresse. Mais c'est ce qui a intéressé les auteurs. Et pour le coup, je suis désolé... Cette œuvre a des défauts, mais je l'aime bien. Je l'aime bien aussi parce que du coup, elle a fait arriver en fait un certain personnage, en fait la jeune Bucky, dans l'univers Marvel de base, et moi j'aimais bien ce personnage. Alors, après il y a énormément de magouilles scénaristiques, de bidules. Et maintenant il y a 3 versions, en fait la version qui était là-dedans, c'était pas
la Terre de Heroes Reborn, mais c'était une reconstruction de Franklin Richards à l'époque, et que c'est pour ça qu'il y a Wolverine. Ça, c'est Marvel qui essaye de faire sa tambouille, pour en gros essayer que ça fonctionne. Et ça, c'est la partie chiante de cette œuvre. C'est quand t'essayes de... Voilà. Moi, ce que j'en retiens, c'est du coup vraiment cette histoire de réussir à sauver l'enfant. C'est des auteurs qui ont finalement réussi à faire une œuvre et à faire en sorte que beaucoup des profits de cette œuvre aillent à une organisation de charité. Mine de rien, c'est vraiment pas gagné à la base. Hein. On fait pas, voilà, on fait pas des comics pour ne pas gagner d'argent. Hein. C'est pas le principe. Hein. Donc du coup, vraiment, c'est une œuvre que mine de rien j'aime bien. Après, est-ce que ça vaut le coup de la relire ou de la lire tout simplement? Bah, c'est très simple. Si vous aimez bien le style de Liefeld, ça peut passer. Même si, franchement, il y a énormément... Justement, le truc est beaucoup trop long pour son propre bien. Pour moi, il est là le principal problème, c'est que c'est trop long pour pas assez de matière. Il est là le principal problème pour moi. Je trouve que Liefeld est pas dans une période où il dessine si mal que ça, en fait. Pour moi, il a eu des périodes bien pires que ça, en fait, au début des années 2000. Là, on est vers 2006. Liefeld, en fait, recommence vraiment à prendre du poil de la bête. Alors après, je suis peut-être un peu biaisé quand je dis ça, parce qu'en fait, vous allez peut-être le voir bientôt dans ma collection comics, ou peut-être que vous l'avez déjà vu, je ne sais pas dans quel ordre ces choses-là vont être publiées. Mais oui, un des premiers Deadpool que j'ai lu, en fait, Deadpool Corps, tout simplement était dessiné par Liefeld. C'est justement en fait un peu à cette période-là que Liefeld a commencé à être réembauché par Marvel pour faire divers projets, dont Deadpool Corps. Donc du coup, c'est vrai que c'est le trait de Liefeld avec lequel je l'ai connu, et qui a toujours certains défauts, Liefeld, avec lesquels j'ai du mal, notamment les visages. Mais c'est pas son trait le plus maladroit. Au contraire, c'est un trait qui marche très bien dans l'action. Et ça tombe bien, c'est principalement que de l'action, en fait, là. Principalement que de l'action, malheureusement beaucoup trop étiré, qui pour moi, en fait, pose problème là-dessus. Donc voilà, je vous le conseillerais pas forcément. Surtout qu'en plus, actuellement, les profits ne vont plus du tout à l'organisme de charité. Hein. Actuellement, les profits, ils vont à Marvel. Hein. Voilà. Mais, sur le moment, je pense que c'était une bonne chose. Je pense que c'est un de ces comics qui mérite d'exister sur le moment et qu'on peut tout à fait laisser tomber et oublier. Aujourd'hui, Onslaught est tout à fait vivant dans l'univers Marvel normal, et l'univers d'Heroes Reborn a été réutilisé dans d'autres œuvres. Donc du coup, on peut tout à fait le laisser tomber, parce que tout l'attrait en fait qui était promis en fait à ce moment-là, on peut le retrouver ailleurs en mieux maintenant. Voilà. Pour moi, il a été très bien au moment où il est sorti, sur ce qu'il arrivait à faire au niveau de la charité, et sur justement l'idée en fait de faire revenir ces personnages. Mais maintenant, il y a mieux. Voilà. Donc du coup, non, je conseillerais pas de le relire actuellement. Je pense qu'il était très pertinent au moment où il est sorti, et je pense qu'aujourd'hui, il a perdu 99% de sa pertinence. Après, ça reste un comics que j'apprécie, pour l'histoire que je vous ai contée. C'est assez difficile en fait de trouver comment conclure, parce que oui, contrairement à d'autres exercices, je n'ai pas de texte là. Je fais tout vient du cœur et comme ça me passe par la tête. Très franchement, c'est difficile de trouver comment conclure. Mais c'est en le lisant que je me suis dit, mais il y a plein de choses à dire, mais ça mérite pas
d'en faire une vraie review en bonne et due forme. Parce que je pense que c'est une œuvre qui a pas forcément besoin de subir une analyse très poussée, en fait. Il suffit d'expliquer, en fait, d'où elle vient et ce genre de choses. En fait, c'est ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est le background. C'est pourquoi ça a été fait. Et je trouve que ça s'en sort plutôt pas mal, parce que ça a été fait tout simplement avec des bonnes intentions. Ça n'a pas été fait avec des intentions de pigeonnage. Ça n'a pas été fait avec des intentions purement pécuniaires. Parce que très franchement, si on enlève par contre cette histoire de Charité et de Sam et tout ça, alors déjà je pense que du coup l'histoire aurait été très différente à la base. Donc je pense qu'en fait on lirait pas du tout la même chose. Mais imaginons qu'on parte dans un univers où on a exactement le même résultat et rien de ce qu'il y a autour. Je tiendrai un discours très différent, justement parce que on est sur quelque chose qui a des défauts par rapport à ce que ça reprend, en fait. Comme je vous ai dit, il y a des points de l'univers Heroes Reborn. Pourtant, contient une quarantaine de numéros, c'est tout. On pourrait s'attendre à ce que, ça va, on arrive à tenir au canon qui a été mis en place pour 40 numéros, quoi. Non, même là, il y a des erreurs. Et il y a des erreurs dans des titres où les types qui sont là ont travaillé sur les séries Liefeld, encore une fois. Mais, voilà, si on était dans ce monde-là alternatif, je dirais que ça vaut pas le coup. Même sur le moment, ça valait pas le coup parce que ça plombait en fait la promesse. On retrouvait pas vraiment Heroes Reborn à cause de ces différences. Et Onslaught en fait ne sert à rien dans ce récit. Mais voilà, en fait, le récit s'appelle Onslaught Reborn parce qu'il fait référence à cette période, mais le cœur du récit n'est pas là-dessus. Le cœur du récit est sur Franklin et réussir à protéger Franklin. Et est-ce que la jeune Ricky va réussir ? C'est là le cœur du récit, c'est sur les petits jeunes, en fait. Et ce cœur du récit fonctionne admirablement, je trouve. Je trouve qu'il fonctionne bien. Alors après, je trouve qu'il fonctionne bien, peut-être en connaissant l'histoire. Généralement, quand je lis une œuvre, je ne connais pas forcément son contexte de base. Je me renseigne après lecture, quand il y a des trucs qui me titillent. Là, le problème, c'est que... c'est littéralement là, en fait. C'est avant même le début du comics. J'ai 2 pages de Rob Liefeld qui m'expliquent que le petit Sam, il est mort du cancer. Alors forcément, peut-être qu'il y a ça qui joue dans mon appréciation, très clairement. Parce que je suis pas rentré vierge dans l'histoire, je suis rentré avec ces 2 pages. Voilà, c'était juste une première impression un peu comme ça. Et définitivement, je ne sais pas comment conclure ces premières impressions. C'est vraiment... c'est compliqué. Voilà, je vais juste vous dire, tout simplement, à une prochaine fois. Et portez-vous bien. Salut. Mais oui, mon chat. Tu vas bien ? Ça faisait longtemps que ton papa parlait. Hein. Ouais, ça manquait de câlin. Tu veux qu'on regarde les figurines ? Tu vois ça ? Ça, c'est Jessica Jones. Ouais. Il casse le mur. Bah ouais. Ça, c'est Luigi. Puis du coup, comme il est vert, il a un anneau des Green Lantern. Ouais. Bah ouais, ton papa, il est un peu con. Il est un peu foufou dans ses jouets. Bah oui. Ça, c'est des livres. Tu connais les livres ?
Ça faisait trop longtemps que je m'occupais pas de toi, c'est ça? Je te pose?